Voici à présent des images qui vont nous emmener très loin et nous faire frissonner. Les paradis pour surfeurs. 2 ouvrages nous expliquent actuellement que le surf est devenu une philosophie basée sur le dépassement de soi et la communion avec la nature. Ce n'est plus seulement un sport de l'extrême, mais un mode de vie dont se sont d'ailleurs emparés le cinéma, la mode et la musique. C'est ce que nous explique David Caillon. Ça ressemblerait presque à une vague littéraire. En ce début de printemps, les publications autour du surf fleurissent en librairie, avec notamment une anthologie monstre de 6 kg aux éditions Taschen, soit le poids moyen d'une planche. Entrée libre a donc enfilé sa combi néoprène, direction le lieu de naissance du surf en France, Biarritz. L'occasion de comprendre comment cette activité née dans les îles du Pacifique à la fin du XVIIIe siècle a imprégné les différents domaines de la culture, voire même de la philosophie. Allez hop, tous à l'eau. L'histoire du surf puise ses racines dans le témoignage d'un explorateur britannique au nom mythique, le capitaine Cook. C'était en 1778 à Hawaï, le début d'une grande aventure sportive, mais aussi culturelle. James Cook, par exemple, raconte dans son journal de bord qu'il assiste à tout simplement à une session de surf, sauf qu'évidemment, ça ne s'appelle pas comme ça à l'époque. Les indigènes appellent ça le e'enalu, c'est-à-dire le fait de faire corps avec la vague. Et lui, il voit là qu'un jeu de sauvage, si vous voulez, de non-civilisé. Alors qu'en fait, il y a là un rituel. C'est une danse sur les vagues. Il ne le voit pas. En attendant, son témoignage est précieux, puisqu'il rend compte d'une pratique ancestrale. Mais ce n'est que 100 ans plus tard que d'authentiques écrivains vont commencer à s'intéresser à ces autochtones en équilibre sur l'écume des vagues. Jack London et Mark Twain étaient des écrivains, mais aussi des écrivains aventuriers. Et donc, ils étaient à l'affût toujours des nouvelles histoires de ce qui se pouvait se passer. Les deux se sont retrouvés à Hawaï et ils ont découvert ce truc incroyable, ce sport des rois hawaïens, ces types qui tenaient sur une planche de surf, ce qui souvent c'était un bout de bois. Ils l'ont raconté dans leur récit. Et ça a donné tout d'un coup une lumière là-dessus, parce que c'était pas n'importe qui, c'était quand même des grands écrivains. Et puis, il y a eu toute une autre frange de romanciers, dont un particulier qui s'appelle Camden, qui, eux, ont vraiment créé une littérature surf, souvent à base de polar, où ils ont vraiment inventé des histoires qui tournaient autour de ça. C'est grâce au cinéma que la popularité du surf va considérablement décoller aux États-Unis. En 1959 sort Gidget, une série B plutôt mièvre qui va pourtant rencontrer un succès considérable et lancer la déferlante des beach movies. Hey, Tom, what are you doing out there? Making like a fish? Tout d'un coup, les gens allaient au cinéma, ils voyaient des jolies blondes qui se baladaient sur la plage. Il y avait de la musique, la surf musique. C'était la fête, c'était sympa. On voyait ces types surfer, sortir de l'eau avec un grand sourire. Beaucoup, ceux qui en avaient un peu les moyens et tout, se sont dit « mais ouais, c'est trop bien, on veut aller voir ça ». Mais ça a créé un énorme mouvement populaire. Écœuré par la récupération éhontée que les studios d'Hollywood ont fait du surf via les ridicules beach movies, un réalisateur va se lancer dans le tournage du premier film de surf fait par et avec de vrais surfeurs, The Endless Summer, une petite révolution. Tout d'un coup, dans les années 60, les types qui surfaient ont vu qu'on pouvait partir dans des pays comme ça, découvrir une autre culture qui était souvent similaire, d'autres endroits, à travers le surf. Donc, Endless Summer a emmené plein de gens en voyage. Donc ça, je pense que c'est un film fondateur. La mer, le soleil, les vagues, les corps musclés, le surf s'impose comme une discipline éminemment visuelle. Il y a une dimension esthétique dans le surf. Turner n'est pas loin, d'accord ? Friedrich n'est pas loin, Hokusai n'est pas loin. Donc, il y a des réminiscences esthétiques. Donc le visuel, effectivement, ça amène vers l'art. Et donc c'est normal que les gens veulent le récupérer, entre guillemets, c'est-à-dire ou s'en servir et créer autour, créer de quelque forme que ce soit. Et c'est vrai que filmer quelqu'un, interviewer quelqu'un ou filmer des vagues, ça sera toujours plus parlant que peut-être que filmer un type qui fait du basket ou du tennis et qui sera sur un cours de tennis. Évidemment, la musique n'échappe pas non plus à la surf culture. Pour accompagner la projection de leur film en 16 mm tourné sans son, les surfeurs recrutent leurs amis guitaristes. À l'origine uniquement instrumentale, la surf music va bientôt conquérir les charts américains. Après, les Beach Boys, Jan and Dean sont venus et eux ont créé une sorte de musique totalement différente où eux c'était à base d'harmonie vocale et ils racontaient leur vie au quotidien. Et maintenant, ce qui est rigolo, c'est que plein de surfeurs, j'ai cité Jack Johnson, Donovan Frankenreiter, Tom Frager en France, qui sont des surfeurs vraiment assez doués, font une carrière parallèle de musiciens. Alors
Alors le surf plus qu'un sport, sans doute, voire même une philosophie en forme de méditation balnéaire. Une heure de surf, c'est un moment exquis où le temps justement est suspendu. C'est parce que c'est un temps qui oscille entre la contemplation et l'action. On est porté par la vague et en même temps, soi-même est transporté dans une autre sphère qui est celui d'une joie, d'un contentement, d'un plaisir. Et c'est pourquoi on n'a qu'une hâte, c'est de retourner pour prendre une vague.